Pascal Quignard, je vais être franc avec vous, j'ai un trac fou. Parce que lire un livre de Pascal Quignard, c'est entrer dans un monde. Et vous faire parler de ce monde, ça me paraît compliqué. Donc je vais commencer extrêmement simplement. Ce 12e tome de Dernier Royaume s'appelle les Heures Heureuses. Comment s'est imposé ce titre et comment s'est imposé cet univers des Heures Heureuses? Comment est-il arrivé en vous? Moi aussi, j'ai le trac. On est deux alors. Oui. C'est le tome 12, en effet, du Dernier Royaume. C'est grâce à Martine Saada, qui est arrivée ici, c'est pour ça que je suis ici, que j'ai pu entamer, d'écrire, essayer de décrire sur toutes les figures possibles du temps. Et là, je suis arrivé aux heures, et les heures, dans le mot même bonheur, il y a le mot heure. Et cette figure-là est une des figures. Nos vies sont biographiques, on parle de la naissance à la mort. L'histoire et les journaux qu'on lit sont aussi, de conquête en conquête, de guerre en guerre, de mort en mort. Tandis qu'il y a un visage du temps qui suit la rotation des saisons, la rotation des heures. Les orailles en grec, c'est les deux portes du ciel qui ouvrent, le printemps ou l'hiver. Et dans ce cas-là, si vous voulez, c'est cette merveille. C'est une merveille, surtout quand on vieillit. Plus on vieillit, plus on voit tourner le temps, plus on sait, là, en ce moment, c'est à la fin, dans Lyon, c'est la fin des belles asperges blanches de Lyon, c'est les pivoines qui arrivent, bientôt ce seront les cerises, et on va tourner comme ça, année à année, le temps. Et ça, c'est un bonheur qui augmente dans l'expérience qu'on en fait. La nature est la plus belle forme du temps? Vous l'écrivez en tout cas? Elle est beaucoup plus belle que l'histoire ne l'est. L'histoire humaine ne l'est. La nature est une merveille. Oui. Il y a au tout début de ce livre, vous évoquez le livre d'heures du duc de Berry que votre grand-mère laissait au bas de l'armoire réservé aux enfants. Et j'ai eu l'impression que ce livre d'heures du duc de Berry était un peu comme une madeleine pour vous. Le fait de l'avoir en main, de vous replonger dans ce moment où peut-être enfant ou jeune adolescent, vous l'aviez sorti, ça avait réouvert des chapitres entiers. Les livres d'heures, en effet, ce sont ces merveilles où on voit les 12 saisons, les signes du zodiaque, les mouvements de la nature. On voit la tue cochon, on voit la neige qui tombe, on voit ces livres pour un enfant de 4-5 ans, présentés en plus comme c'est des livres du XIIe et XIIIe et XIVe siècle, des livres très gothiques, c'est d'admirables peintures. À présenter l'avantage pour un enfant d'avoir des scènes de nudité et d'enfer qui passionnent quand on est tout petit, qui bouleversent, et de voir, le duc de Berry dans l'eau se baigner des petites ombres grises et de regarder s'ils ont un sexe ou pas, des cheveux. Enfin, ces miniatures sont des merveilles et en effet, elles ne cessent de me hanter comme je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, je ne sais pas quand c'est commencé. Au début du Moyen-Âge, il n'y a pas de recueil des saisons, de livres d'heures pour prier, pour mourir. Alors vous l'avez dit, le temps est au centre de ce livre. Et j'ai eu le sentiment que c'était pour vous aussi une manière de repasser sur certains épisodes de votre vie. Vous nous dites des choses de vous, de certaines décisions que vous avez prises, de cesser certaines activités dans votre carrière, par exemple, avec un regard qui m'a semblé celui d'un homme extrêmement apaisé. Vous êtes très agréable. C'est vrai, vous reviendrez. Et j'espère que c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la paix Et parce que lorsqu'on quitte énormément de choses ennuyeuses, on gagne aussi en bonheur. Il y a de la paix, il y a de la mélancolie, si vous voulez, parce qu'on voit beaucoup d'amis mourir, des gens très jeunes mourir, des neveux, mon petit frère, d'autres. Et si bien qu'il y a une sorte de paix, mais il y a comme une sorte aussi d'usurpation, de bonheur qu'ils n'ont plus, de saisons qu'ils ne verront pas, de banquets et de joie qu'ils n'auront plus. Donc c'est une paix, mais c'est une paix... oui, il y a quelque chose
Non, il n'y a aucune tristesse, en effet. C'est de la paix. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de tristesse. tristesse. Mais vous avez même osé le mot bonheur. Euh, je me suis demandé si dans le fait de revivre ces heures heureuses, euh, est-ce que ça procure une forme de joie chez vous? Vous posez la question dans le livre. Hein. Est-ce que ces heures heureuses, as-tu de la joie à revivre ces heures heureuses? Et vous dites que vous ne le savez pas. Quelle est la différence entre le bonheur et la joie finalement? La joie est éphémère? Oh, que c'est difficile, votre question. Mais vous avez raison, si vous voulez, la joie n'a pas besoin de mémoire, la joie surgit. Et la joie sexuelle encore plus nettement. Et le bonheur suppose la mémoire. Le bonheur suppose une reconnaissance de quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc il y a dans le bonheur quelque chose, un double temps, un mouvement un peu comme oui, les arts sont dans un second temps toujours. Les musiques, les plus belles des musiques, ont une mélancolie en elles, même pour dire le bonheur. Ce livre éclaire aussi une amitié, celle qui vous liait, et j'ai envie de dire qui vous lie encore, à Emmanuel Bernheim. Vous lui rendez un formidable hommage, et ce que j'ai aimé, c'est la manière dont vous dites qu'on en a mal parlé quand elle a disparu, qu'on a oublié tout un pan de sa personnalité que vous connaissez bien. Je pense que c'est un des plus beaux textes d'amitié que j'ai lus. Non, je ne reprends pas ce qui a été dit, je ne le conteste pas du tout sur elle. Mais il y a des oublis. Oui, mais peut-être... le plus grand mystère, je trouve, avec ceux qui nous quittent, c'est que il faut les laisser à l'état d'énigme. Il ne faut pas prétendre savoir sur eux. Et ce qui est très troublant souvent, comment dire, à la suite des décès, c'est de voir des gens qui vous disent qui était qui faisait quoi, mais même des veuves qui exagèrent un peu en interprétant ce qui a été. Or, c'est pas vrai, c'est plus énigmatique. Nous tous, nous sommes des énigmes, et ceux avec qui nous vivons sont des énigmes. Et c'est en ne cherchant pas à mettre la main sur l'autre, en ne cherchant pas à dominer comme ça la mémoire de l'autre, qu'on s'en approche le mieux. Alors en effet, j'ai essayé de restituer toute la violence et toute la colère que portait cette femme avec qui je ne parlais pas. On marchait, on buvait, c'est tout. Mais il y a des silences qui disent beaucoup plus que des longues phrases. Je vais faire une toute petite passerelle avec ce qui s'est dit tout à l'heure avec Claire Berest, où elle parlait de l'inénarrable. Et vous parlez de l'irracontable. Vous dites que l'irracontable ne peut pas revenir que si on invente un écrin où on l'insère, un coffret où on le dissimule, une cache où on le dérobe au regard. On appelle cela un roman. Et ça m'intéressait du coup de savoir quel était votre rapport à l'irracontable, vous qui avez décidé de ne plus en écrire de romans. Ah non, je continue d'écrire des romans, mais ce sont deux mouvements différents. Oui. Deux mouvements différents. En fait, la narration, c'est un début et une fin. C'est ça que Et ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de quitter la narration, en effet. C'est pas pour ça qu'on quitte le roman, parce qu'il y a des romans sans narration. Les Japonais étaient très très doués là-dessus. On va recevoir Amélie Nothomb. Il y a des romans sans narration. Mais la narration, le discours, en un début, une fin, un thème, une thématique, tandis qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'extase un peu et du bonheur dans le fait de ne conserver que les fragments les plus émouvants de ce que l'on a pensé ou de ce que l'on a vécu. Encore une question difficile, pardonnez-moi. Vous n'avez pas le trac, hein. Une fois que j'ai commencé, je ne l'ai plus, mais je peux vous dire qu'avant, j'avais, comme on dit, la pétoche. Ces souvenirs aimés que vous racontez dans Les Heures Heureuses, sont-ils pour vous des instants d'appui tels que vous les définissez dans ce livre? Oh non. Non, je n'ai pas besoin d'appui. Non, j'ai pas besoin d'appui. Parce que vous dites qu'il est bon dans les heures du jour, dans les créations de l'art, de se donner des instants d'appui sur des souvenirs aimés. Oui, vous savez, on est toujours en contradiction aussi avec soi-même. Oui. Vous voulez que je revienne un tout petit peu en arrière? Pas du tout. Non, bah écoutez, il y a des falaises magnifiques et puis il y a des appuis aussi pour pouvoir... je ne sais pas comment vous répondre. Très bien.
Pas de souci. Une dernière question, Pascal Quignard. Ce qui m'a frappé en vous lisant, alors je vous fais des compliments vite fait parce que je sais que vous êtes modeste, mais je trouve que ce livre a d'une poésie incroyable. Mais c'est aussi un livre qui a un rapport presque intime avec la mort. Il en est beaucoup question. On la regarde, on la caresse, on lui parle même peut-être. Oh, on ne peut pas caresser la mort, non. Mais on peut se dire que, comment dire, le fait de sortir... J'ai connu des gens qui ont malmené leur vie par la hantise de la mort, qui ont même mal fini parce qu'ils souffraient trop de l'épouvante qu'elle leur inspirait. Mais c'est une sortie qu'il faut mettre dans la grande sortie de la nature. C'est une sortie qui est un peu moins importante que... C'est un printemps aussi, c'est une façon de... C'est une extase aussi. Il faut dans sa brièveté, comment dire, la rendre brève et si possible soudaine. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite. Je nous le souhaite, oui. Voilà. Oui. Il faut absolument lire Les Heures Heureuses. C'est étonnant parce qu'en vous lisant, j'ai l'impression que mon temps s'est plié de manière différente et s'est redéplié. Enfin, c'est vraiment un livre magnifique. Les Heures Heureuses. Merci Pascal Quignard, vous allez rendre énormément de gens heureux.